Merci Marissa. Alors je vais vous parler d'agents IA. Alors déjà un peu de contexte. On est en novembre, on me demande de fixer ce sujet. Donc trouver un sujet sur l'IA générative qui sera valide et encore pertinent 5 mois après, c'était pas évident. Donc on avait ces projets qui commencent à marcher chez nos clients, on l'a évoqué, les projets RAG en tête. Mais on voit quelque chose qui émerge dans la communauté, dans la recherche, ces sujets d'agents basés sur des modèles de langage, et on voit que ça commence à être assez intéressant. Et du coup, en même temps, en novembre, on a Bill Gates qui nous dit ça. Les agents IA ne vont pas seulement changer la façon dont chacun interagit avec les ordinateurs, ils vont également bouleverser l'industrie du logiciel, provoquant la plus grande révolution informatique. Donc rien que ça. Donc c'est Bill Gates, qui n'est peut-être plus très objectif aujourd'hui, vu que Microsoft possède en quelque sorte OpenAI, mais ces analyses, elles gardent quand même un certain poids. Et si on prend un peu de hauteur et qu'on reste toujours en novembre, on a commencé à poser ce genre de questions à nos agents, à nos modèles. On lui demande par exemple, trouve l'image de la NASA du 21 janvier 2006, donc tu trouves cette image. Ensuite, sur cette image, 2 astronautes sont visibles, sélectionne le plus petit. Une fois que tu as sélectionné le plus petit, maintenant va en 2023, on était en août 2023, il y a la NASA met en avant certains groupes d'astronautes, donc trouve le groupe d'astronautes où le plus petit appartient à cette image, et ensuite, lequel a passé dans ces groupes d'astronautes, lequel a passé le moins de temps dans l'espace et combien de minutes a-t-il passé dans l'espace? Et la réponse, c'est M. White avec 5876 minutes. Donc derrière cette question inutile, la capacité à y répondre, elle est passionnante et très intéressante. Et vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, les modèles sont capables de répondre à ces choses-là. Donc la capacité d'y répondre, c'est être capable d'aller chercher en ligne une information, d'analyser une image, de faire des additions pour compter le nombre de minutes, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a notamment en novembre ce benchmark Gaia qui apparaît. Donc un benchmark qui avait été créé, dont est issue cette question, qui a été créé par les grands noms de l'IA. Il y a Yann Lequin, il y a Thomas Wolfe de Kingface et plein d'autres, qui posent ce type de questions. Et un des messages derrière était si un agent, un assistant dépasse l'humain. Alors les emojis sont un peu moins jolis que sur mon Ubuntu, mais si un agent dépasse l'humain, globalement, on peut commencer à parler d'intelligence artificielle générale. Alors, je ne rentrerai pas sur ce débat-là, sur ce sujet d'intelligence artificielle générale, mais bref, il pose ce message-là. Et globalement, lors de la sortie de cette publication, ils ont pas mal travaillé avec du GPT-4 et ils arrivent avec un agent, un assistant qui obtient 14% de réussite. Et on peut être rassuré, l'humain, lui, obtient 92%. Donc bon, après, on est en mars, un petit projet open source. Alors, Autogène, c'est des systèmes multi-agents. On est à 32% aujourd'hui. Alors, peut-être plus, mais en tout cas au public, sur un leaderboard que vous pouvez voir sur Kingface d'ailleurs. Donc on a ces systèmes multi-agents qui commencent à faire des choses assez intéressantes. Et je vous assure, quand on teste pour la première fois ces systèmes multi-agents basés sur des modèles de langage, franchement, on a là des frissons. Et je me suis demandé, au cours de cette présentation, comment j'arriverais à vous faire frissonner autant que moi lorsque j'ai testé pour la première fois ces systèmes multi-agents, comment je pouvais vous montrer le potentiel de ces agents en 30 minutes. Et je me suis dit, mon choix était de vous montrer qu'il n'y a rien de magique, que c'est juste l'aboutissement de progrès technologiques qu'on a vu d'année en année. Et du coup, quand vous posez une question, la question que vous posez actuellement, par exemple, qui est Nicolas Cavallo, vous avez pris l'habitude de la poser à travers un prompt qui va faire appel à un modèle de langage, qui fait plein de calculs mathématiques et qui vous fournit une réponse. Une réponse qui peut ne pas être adaptée. Ici, il me dit qu'il ne connaît pas Nicolas Cavallo. Donc une réponse mauvaise, inadaptée, qui peut vous amener à parler de ces fameux perroquets approximatifs, comme l'avait dit un ancien ministre. Et moi, je vous dis que c'est parce que vous n'êtes pas rentré dans l'ère des agents. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans cette ère des agents, qui en gros a commencé dans les années 50, on l'a déjà évoqué ce matin, c'est le principe des réseaux de neurones. On a commencé à formaliser ces réseaux de neurones à la fin des années 50. Et donc, du coup, quand vous posez cette question-là, c'est du texte. Vous devez savoir que globalement, on a tendance à dire c'est tokenisé, donc c'est coupé en mots.
Donc ici, si je suis sur cette tokenisation, c'est ce qui est Nicolas Cavallo, c'est en fait juste 6 éléments, 6 tokens. Ces tokens, vous pouvez les voir juste comme des valeurs numériques, comme une entrée, comme un contenu. Donc ça peut être, par exemple, en valeur numérique, ça peut être c'est le 127e token, le 389e token, etc. Ça, on numérise l'information. Et si on le formalise mathématiquement, ça peut être vu comme nos fameux x0, x1, x2, nos variables d'entrée. Donc c'est x0, c'est le premier token, x1, etc. Donc là, on l'a formalisé. Bon, dans les neurones, classiquement, c'était juste j'applique une fonction mathématique simple à ces entrées, donc ici à ces 6 mots. Par contre, la particularité, c'est qu'on avait ce lien qui apparaît ici, ces paramètres. Ici, j'ai 5 paramètres, ces fameux poids, ces fameux W0. Donc ça, c'est une fonction très simple, le fameux Y chapeau. Donc il va nous prédire en fonction d'une fonction mathématique simple, qui est une somme pondérée des XI. Ici, vous savez ce que c'est ces simples tokens. Bon, on est rapidement allé sur des choses un tout petit peu plus compliquées, ces multilayer perceptrons. On a ajouté des petites couches cachées derrière, là, en bleu. Et ce que vous voyez, ce qui m'intéresse là, juste, c'est pour vous montrer, c'est ça, là, ces petits liens, ces fameux 70 paramètres. Ici, il y a 70 paramètres. Dans les années 50, 60, globalement, c'était trop. Ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop complexe. Donc il nous manquait quelque chose. Ce qui nous a fait rentrer dans ce fameux hiver de l'intelligence artificielle, où on n'en est ressorti globalement que dans les années 2012 pour rentrer dans l'ère du deep learning. Et pourquoi maintenant ça a commencé à fonctionner? On a eu 2 raisons à ça. La première, c'est des données. C'était la mode du big data, ce fameux big data qu'on voyait partout. On commençait à stocker grâce au numérique notamment. Donc on a commencé à avoir suffisamment de données pour utiliser les choses qu'on a vues juste tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est la puissance de calcul. Donc ces fameuses, notamment cartes graphiques. Alors on ne va pas parler que de NVIDIA comme vous l'avez vu, mais bon, NVIDIA qui produit ces cartes graphiques, on est en 2012, on voyait déjà clairement le potentiel de ces cartes graphiques pour utiliser juste ces modèles qu'on a vus sur les réseaux de neurones, parce que c'est des calculs simples, c'était adapté. Donc effectivement, des gens comme moi, j'avais acheté ma 1080 Ti, pas pour jouer, mais pour utiliser cette 1080 Ti pour entraîner des modèles et pour faire de l'inférence. Donc bien évidemment, à cette époque-là, vous auriez dû savoir qu'il fallait investir dans NVIDIA, parce que le cours de bourse a été multiplié par 300 depuis, mais en tout cas on le savait, on l'avait déjà vu venir. Et donc, là, c'était l'ère du deep learning. Il y a eu plein de progrès. Au début, plutôt sur l'image. Et sur le texte, il s'est passé plein de choses. Alors, à cette époque-là, on était plutôt sur la traduction. La mode était la traduction. Donc, si par exemple, je voulais traduire « Je m'appelle Nicolas Cavallo » en anglais, c'est ça l'objectif. On reste toujours sur cette tokenisation. Il y a quelque chose qui apparaît, qui a existé. Il y a plein de choses qu'on va se remettre à utiliser. Il y a cette première idée de l'encodeur-décodeur. Bon, vraiment pour faire simple, c'était d'un côté... Quand vous envoyez du texte, votre prompt, il se charge de le résumer. Ça, c'était la partie encodeur. Il résume ce contenu, on pourrait dire dans un vecteur de valeur. C'est souvent ces mots qu'on évoque tout à l'heure d'embedding. OK, je résume cette information dans un vecteur de valeur. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la partie décodeur. Parce que ça, en fait, on l'utilise maintenant un petit peu tous les jours. L'idée dans cette partie décodeur, c'est de générer de façon itérative du contenu. Donc, quand on dit itératif, ça veut dire qu'on commence par quelque chose. Donc on commence par ce petit token start, par exemple, que j'appelle ça ici, et je vais me mettre à prédire ce qui semble convenir à votre demande. Ici, traduis-moi, je m'appelle Nicolas Cavallo. Et du coup, je vais me mettre à prédire le premier token qui peut correspondre à la demande. Par contre, je vais également utiliser le contenu qui provient de la partie encodeur. Donc ici, juste ce vecteur de valeur. Et je vais prédire ce premier mot qui est maille. Alors, on commence aussi à ajouter un nouveau mécanisme qui existait depuis un moment, mais le mécanisme d'attention. Pourquoi? Parce qu'on commence à dire, ah oui, mais on a des problèmes de mémoire. Alors, on appelle ça des problèmes de mémoire. Les textes commencent à être trop longs. Alors, à cette période-là, les textes trop longs, c'est 20, 40 mots. On n'est pas sur les romans de 50 000 mots qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais, donc, du coup, on ajoute un mécanisme d'attention. Juste l'idée, toute simple, c'est, pour aider à te prédire le premier mot, en fait, je vais te dire, via des astuces mathématiques, je vais faire en sorte que tu puisses être aidé de savoir sur quels mots d'entrée il y a un intérêt plus important. Donc ici, c'est plutôt sur le « je m'appelle » que les valeurs sont importantes et la fin n'est pas si utile pour prédire le premier mot. Et après, comme je vous ai dit, c'est itératif.
Donc en fait, une fois que j'ai prédit le premier token, je me charge de prédire le deuxième, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, l'attention et donc le contenu qui provient de l'encodeur est un peu différente. Bon, voilà. Là, c'est un mécanisme, une architecture assez utile, notamment cette partie de décodeur. Mais je ne vous ai pas dit ce qui était dedans. Ce qui était dedans, c'est là qu'interviennent bien évidemment les fameux transformers, qui nous font rentrer dans l'ère des transformers, donc à partir de 2017. Et l'idée, c'est juste, quels sont ces calculs mathématiques, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc en fait, on met plein de choses, mais le bloc transformer, c'en est le principal. Alors oui, c'est une suite, alors notamment l'astuce des multi-head attention, suivi de normalisation. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une façon intelligente de structurer des calculs mathématiques, et on voit que c'est adapté à cette méthodologie-là, c'est adapté aussi à l'usage des cartes graphiques de l'époque. Et donc on va en mettre plusieurs dans la partie encodeur, et surtout plusieurs dans la partie décodeur. À l'époque, il me semble que quand c'était sorti en 2017, sur la partie décodeur pour de la traduction, on en mettait 6. Donc 6 blocs à la suite, les uns après les autres. Ce qu'il faut bien évidemment savoir, c'est qu'on en a mis de plus en plus. Et ces 96 transformer blocs que je vous présente ici, c'était GPT-3, donc sorti en 2020. Et c'est ce qui faisait 175 milliards de paramètres. Donc on est loin des 70 petits liens qu'on a vus tout à l'heure. On est quand même sur 175 milliards. On s'est permis de faire, alors grâce principalement à des données, donc l'entraînement sur plein de corpus de données, mais aussi grâce à ces progrès hardware, notamment les cartes graphiques, principalement les GPU NVIDIA. Et donc on est rentré en plein dans cette ère à transformer, on a vu plein de modèles de fondation naître, ces fameux Large Language Models, qui est devenu une commodité, comme même ce mot, ces fameux LLM, vous pouvez en parler n'importe où, vous pouvez en parler à la radio, on sait ce que c'est. Donc c'est devenu assez connu. Mais on ne s'est pas arrêté là. Ça a été évoqué tout à l'heure des pré-train modèles. Ces LLM, on ne travaille pas avec ça seulement, on a tendance à travailler avec des modèles fine-tunés, on dit aussi alignés. Et donc, du coup, on est rentré en 2022 dans ce qu'on appelle l'ère de l'alignement. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'utilisez pas GPT-3, vous n'utilisez pas Mistral 7B, vous n'utilisez pas Llama 2, etc. Vous utilisez à chaque fois des versions qu'on va dire alignées, fine-tunées. ChatGPT, c'est une version, alors il y a toujours un petit flou, mais normalement celle de GPT-3. Vous avez Mistral 7B Instruct, c'est celle de Mistral 7B, mais il y en a plein d'autres versions, Llama 2 Chat, etc. Et en gros, c'est cette méthodologie d'alignement qui nous a permis d'aller de quelque chose qui était plus vraiment pour prédire le mot suivant, entraîné sur des milliards de mots, comme on l'a évoqué, à quelque chose d'un peu plus utile, qui suit des instructions, qui va être également aligné, et on va le voir, ça c'est un autre sujet, aligné avec certaines valeurs humaines, et on pourrait débattre là-dessus. Et donc, on voit plein de méthodologies apparaître, voire ressurgir. La principale, c'est le RLHF, l'apprentissage par renforcement à partir de retours utilisateurs, très connu parce que c'était dans le papier d'Instruct GPT en 2022. Mais il y en a d'autres, pas à partir de retours utilisateurs, mais des retours de modèles, le DPO, le SFT, là je crois que Orpo, c'était il y a 2-3 semaines. Bref, il y en a plein de méthodologies, mais ce qui est intéressant dans l'alignement, c'est des nouvelles données qui sont utilisées. Ce n'est pas juste du Wikipédia, pas juste des Google News, de l'actualité. On va rajouter des exemples d'instructions, de questions-réponses et surtout de préférences utilisateurs, qui dit « ah ça j'aime bien ». Et c'est ça qui fait que ces modèles alignés sont alors, à la fois plus utiles, mais qui nous plaisent. Après, il y a tout plein de débats derrière qui sont derrière ces préférences utilisateurs. À l'époque, même quand OpenAI définissait le travail d'alignement, c'était pour que ça soit aligné avec les valeurs humaines. Et donc du coup, le problème, c'est que c'est OpenAI qui définit dans ce cadre-là ce que sont les valeurs humaines. Parce que c'est là-dessus où on dit tu as le droit de faire ça globalement via de la notation. On dit à cet exemple-là, tu ne réponds pas. À cet exemple-là, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. Et c'est ce qu'ils font, tous ces images qu'on va dire de biais ou de trucs comme ça, mais c'est parce qu'aussi on a défini, donc il y a tout un débat là-dessus, sur quelles sont les préférences, quelles sont les données qu'on utilise dans cet alignement qui s'appelle souvent le fine-tuning, et qui a été évoqué tout à l'heure aussi. Et donc, maintenant, on s'est retrouvé avec des modèles qui marchaient bien, ces modèles alignés, qui ont été maintenant disponibles en plus au grand public. Donc, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du prompt engineering. On a appris à leur parler, à ces modèles. Donc, vous avez appris à leur poser des questions, tout simplement. On a appris à gérer des conversations, parce que quand vous utilisez ChatGPT, c'est juste, encore une fois, un modèle où on envoie du texte et qui envoie du texte.
mais c'est qu'on a un texte particulier sur ce prompt où on va gérer l'historique en mettant, il y a d'abord eu la première question, c'était bonjour, ça va, après il y a eu une réponse, mais c'est que du texte, on met le texte à la suite, et puis après on peut lui dire, quelle est la dernière question? Ok, qui est Nicolas Cavallo? On s'est mis à leur donner des rôles. Je peux très bien lui dire, tu es un coach en développement personnel et tu t'inspires des principes de Maître Yoda, et je pose la question, c'est juste que j'envoie tout ce texte, et bien évidemment la réponse ici sera sans doute un peu plus inspirée par la force, mais du coup, globalement, la réponse sera différente. Donc là, on a mis un rôle. Et dernier point qui est très très important sur ce sujet du prompt engineering, c'est qu'on s'est mis à les aider, et je commence à utiliser ce terme, les aider à raisonner. Alors, à raisonner, je vous prends juste cet exemple de la chaîne de pensée. Ok, il y a un problème mathématique classique. Nicolas a 5 balles de tennis, il achète deux boîtes de balles de tennis, blablabla, chaque boîte contient 3 balles, combien il y a de balles. Juste le fait de rajouter ce petit texte, de dire, tu réfléchis étape par étape, globalement, on voit que ça améliore les réponses. Donc on a travaillé sur des différentes méthodologies pour améliorer ce raisonnement, et je veux m'arrêter sur cette capacité à raisonner. Je veux m'arrêter dessus parce que déjà, pour éviter le débat, je ne veux pas savoir si ces modèles raisonnent comme des humains, parce que ce n'est pas mon objectif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les évaluer sur leur capacité à réaliser une tâche qui nécessite un raisonnement. Et alors là, du coup, vous avez plein de travaux, de méthodologies pour essayer de définir quelles sont les tâches de raisonnement qui nous intéressent. Vous avez des sujets qui nécessitent un raisonnement mathématique, un raisonnement logique, vous en avez plein. Donc il y a plein de travaux comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On évalue. Ça, c'est un graphique sorti sur Hugging Face il y a 2 mois maintenant. Et vous avez ces trucs-là où on voit en bas les différents modèles, GPT-4, Mixtral, et vous avez le score sur différents benchmarks. En bleu, vous retrouvez une version de Gaïa un tout petit peu plus simplifiée, mais c'était celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Et on les évalue parce que la capacité de raisonnement, en fait, c'est ça le plus important, c'est ça qui va rendre les agents IA opérationnels. Et ça, la recherche le sait, on le voit, c'est pour ça que la recherche s'en empare, c'est le nombre d'articles qui parlent de raisonnement sur ces modèles de langage, pour comment essayer de l'améliorer, parce que cette capacité à prendre des décisions et à planifier, en fait, on voit qu'elle est très importante pour le sujet des agents, que je vais enfin essayer de définir. Parce que je vous dis qu'on rentre aujourd'hui dans l'ère des agents IA. Alors, on pourra définir agent IA, mais parce qu'il y a un gros potentiel derrière, donc principalement ici, basé sur des modèles de langage, mais il n'y a pas que ça, on pourra en débattre là-dessus. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que si vous avez une question, vous faites appel à un modèle de langage, qu'on va dire fine-tuné ou aligné, vous avez une réponse, plus ou moins bien. On a passé presque 15 minutes pour faire ça. Et en fait, ça a énormément de valeur, mais ce n'est pas fini. Quelle est la spécificité d'un agent? Un agent, globalement, ça évolue dans son environnement. Ça a une capacité à percevoir cet environnement. Vous pouvez lui donner du texte, de l'audio, capter les images, etc. Donc il perçoit savoir où il est. Il y a une capacité qu'on a tendance à appeler le cerveau, à prendre des décisions, à planifier des tâches, à décider de quelles sont les actions à faire. Il y a aussi cette capacité à gérer la mémoire, mais je ne détaillerai pas trop ça, mais donc à prendre des décisions sur les tâches à faire, les actions à faire. Et donc du coup, on lui donne aussi des actions. Les actions qu'il peut faire pour influencer son environnement. Les actions, ça peut être envoyer du texte, faire appel à des API, et dans le cadre de la robotique, c'est faire des mouvements. Donc globalement, pour résumer, c'est ça. Un agent, ça perçoit son environnement, ça essaie de réfléchir à savoir quelles sont les actions à faire pour influencer l'environnement. Et donc les actions qu'il peut faire, c'est à nous de les définir. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser un modèle de langage, alors j'ai mis plus pour le côté aligné, pour faire cette partie perception et cerveau, donc pour prendre les décisions, etc. Et donc essayons de voir simplement, avec un exemple, comment ça fonctionne. Globalement, si on reprend toujours la même question, qui est Nicolas Cavallo, pour laquelle vous n'avez toujours pas de réponse, ce qu'on va faire, c'est, OK, on prend un modèle de langage, ça peut être ChatGPT, ça peut être Mistral, ça peut être des plus petits, et on va rajouter, ça c'est très important, des actions. Ce que tu peux faire, tu peux envoyer du texte, tu peux aussi, allez, je mets juste un outil, c'est tu peux aller chercher en ligne. Et c'est parti. Et du coup, comme je les ai dit, c'est très simple. C'est juste qu'on va travailler, alors, c'est pas tout à fait un rôle ici, je vais dire, OK, ça c'est le prompt.
Quelle est la question? Alors la question, c'est Nicolas Cavallo, tu as accès à cet outil Search Online qui peut faire ça, tu vas te poser les questions de cette façon-là. Si tu fais appel à un outil, tu l'écris dans un JSON. Si tu penses que c'est fini, que tu as fini, tu écris Final Answer et tu réponds. OK? Et donc il va me répondre. Puis il va me répondre, ah, d'après ta question, je pense que je dois rechercher en ligne les informations sur Nicolas Cavallo et voici mon action. Là, j'ai juste fait appel à un ChatGPT ou un Mistral. Il me répond ça. Donc après, c'est vous écrivez, au pire, vous l'écrivez, un code Python qui écrit Search Online Nicolas Cavallo. Le Search Online Nicolas Cavallo, il renvoie sa page web, la page LinkedIn, et il dit, bon, bah, ok, voilà, la page LinkedIn, c'est ça, le contenu, c'est ça. Et ensuite, c'est juste, on va refaire appel au LLM en disant, voici la question, qui est Nicolas Cavallo, tu as le droit de faire ça, etc. Ah, et au fait, j'ai fait déjà une recherche de Search Online Nicolas Cavallo qui me donnait cette information. Qui disait, il y a cette page web qui dit Nicolas Cavallo fait ça. Et là, cette fois, le LLM il répond, Final Answer, Nicolas Cavallo dirige l'activité IA générative chez Octo Technologies. Et du coup, vous pouvez directement envoyer cette réponse-là à l'utilisateur. Et donc, en fait, la réponse que vous renvoie votre agent, derrière, il y a une petite spécificité, c'est que il y a eu 2 appels à un LLM, pour l'instant, c'est que 2. Il y a eu aussi ce côté connexion à des outils. Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est qu'on outille ces modèles de langage. On a souvent tendance à parler, on connecte les agents au monde. Vous l'avez en vrai déjà commencé quand, alors souvent j'appelle ça des outils avec droit de lecture. Quand vous exposez vos données, vos services à ces agents, c'est un peu ce que vous faites avec les RAG. C'est vous exposez des données à un LLM et on voit que ça a de la valeur. Ça, c'est ce qui a commencé depuis un an, globalement. Ce qui a aussi commencé, c'est les outils avec droit d'écriture. Avec droit d'écriture, c'est quand même plus impressionnant. Hein. Je lui donne le droit de d'écrire dans une base de données, donc de lancer une requête insert, de provisionner des machines, par exemple, donc peut-être de lancer du Terraform, de faire un apply, ou d'écrire du code, de faire un push. Donc on est plutôt dans du post, alors qu'avant on était si on vous appelle en mode API, du get. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est juste, OK, il y a un agent. On a vu un agent simple, qui s'appelle React, mais bref, un agent simple, ça fonctionne, on fait des appels à l'API, un agent opérationnel. Ces LLM, ils nous ont permis, grâce notamment à cette capacité qu'on peut appeler de raisonnement, mais à planifier des tâches, à faire savoir quelle est l'action à utiliser, à les rendre opérationnels, mais ils ont aussi permis une deuxième truc, c'est le système multi-agent. C'est de pas en avoir un, c'est d'en avoir plusieurs. Alors ces systèmes multi-agents, ça fait des décennies que ça existe, mais ce qui était compliqué, ce qui était important dans les systèmes multi-agents, c'est le moyen d'échange. Et les LLM, par magie, ils nous en donnent un des moyens d'échange, c'est le langage universel. Alors, principalement en anglais, parce qu'ils ont principalement été entraînés en anglais, donc c'est beaucoup plus efficient. Mais ils nous proposent un moyen d'échange qui fonctionne, et en plus, c'est bien parce que nous, en tant qu'humains, on peut débugger, on peut comprendre ce qu'ils se disent. Donc la question en vrai qui se pose aujourd'hui sur ces systèmes multi-agents, c'est comment ces agents vont collaborer entre eux. Parce que ça, c'est globalement, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il va se passer un peu la même chose que dans le sujet du deep learning. Je vous ai dit, on est sorti avec les transformers où ça a été une architecture enfin parfaite qui a effacé tous les autres. C'était l'image des poissons de tout à l'heure de Julien Simon. On va sans doute avoir la même chose ici. C'est-à-dire que là, on fait plein de tests, Vous en avez peut-être vu un sur inventer la création d'un produit numérique à l'ère des agents. Globalement, c'était MetaGPT, c'est sorti 7 mois. OK, ça c'est une version coordonnée de coopération ordonnée. C'est une version ordonnée, tout simple. Si vous voulez créer une application web, je ne sais pas, un site de e-commerce, vous voulez faire une application d'e-commerce qui vend tel truc, vous décrivez votre besoin c'est du texte. Ce qui se passe, c'est, OK, en fait, il va envoyer ça au chef de produit. Le chef de produit va définir, essayer de voir si la vision est alignée avec les besoins utilisateurs, et puis il va définir un document, des fonctionnalités à créer, qu'il va envoyer à l'architecte, qui, lui, son objectif à l'architecte, ça va être de créer un diagramme d'archi. Ce diagramme d'archi, il va l'envoyer au chef de projet, qui, lui, va dire, OK, au vu de tout ça, voici les tâches à faire. Ces tâches, il va les envoyer à l'ingénieur. Et cet ingénieur, c'est qu'un agent. Si je vous mets l'image, c'est qu'un agent. Alors, on peut lui donner un prénom, mais il s'appelle Alex, ou elle, pardon. Et c'est du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Son objectif, c'est écrire du code propre. Allez, en Python, il respecte PEP8. Ça, c'est son rôle. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lancer du code, il peut l'exécuter, débugger. Alors, il peut sauvegarder aussi dans une mémoire pour essayer de garder son historique. Mais c'est qu'est-ce qu'il peut faire? Toutes les actions qu'il peut faire.
et après il y a un moyen d'échange avec les autres. Et ça, c'est un moyen de discuter, en tout cas de création de ces systèmes multi-agents, et je pense que vous avez vu, je vous ai vu montrer juste un agent, ça fonctionne. Normalement, vous devez avoir vu que en fait, je peux tout à fait faire ces 5 différents types d'agents, je peux tout à fait les construire. Donc après, je peux les faire communiquer. Et ce qui s'est passé en entreprise, globalement, vous avez, pour certains, commencé des projets on pourrait appeler d'IA générative. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez commencé par « OK, j'ai besoin d'un modèle de langage ». Alors souvent, on appelle ça le LLM as a service. J'ai besoin d'accéder à un de ces modèles de langage. Bon, OK, donc je l'ai servi, que ce soit des OpenAI, ChatGPT, etc., ou des open source via Hugging Face, ou sur un cloud, ou sur du souverain. Vous avez commencé également à réfléchir à « OK, j'expose du contenu, j'expose de la donnée, des services », ce qu'on peut appeler des outils ici. Ce que je vous dis, c'est que globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des agents, on va les définir peut-être, mais des agents qui vont peupler votre système d'information. Les agents, ils peuvent être de tout type. L'architecte, le data scientist, le développeur, le chargé de recrutement. Chargé de recrutement peut être RH, mais peut-être chargé de recrutement de nouveaux agents, qui sera capable, dans un de ces outils, de recruter d'autres agents. Et l'architecte, tout simplement, il aura accès à des outils, il aura le droit de faire ça, et accès à certains modèles de langage. Le data scientist, il en fera d'autres, et ainsi de suite. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez aussi leur donner un moyen de coopérer. Donc de coopérer, de s'organiser, comme on l'a vu avec MetaGPT, donc un moyen de se mettre d'accord, lorsqu'il y a une demande, de répondre à plusieurs, donc d'avoir une équipe. Vous avez également commencé à créer ce qu'on appelait une interface. Vous avez commencé, pour certains, à faire ce qu'on appelle des ChatGPT-like. C'est une interface pour discuter avec les LLM. Vous allez aussi construire une interface pour discuter avec les agents. Ça a commencé, OpenAI, il l'avait fait, je crois que c'est en novembre, avait sorti pour discuter avec les GPTs. C'était via un arrobase, donc je vais dire mention l'architecte, et puis je pose une question. Et donc je sais que cette discussion va être avec cet agent architecte. Et ce qui est vraiment très important ici, c'est qu'est-ce que vous allez les laisser faire. Parce que si je reprends l'architecte, il aura peut-être le droit de lancer une sandbox dans le cloud. Et ça, vous avez envie qu'il n'y ait que l'architecte qui le lance. Ou un autre peut-être, mais pas tout le monde. Et donc ce qui est en train d'émerger, c'est qu'on est en train de construire des Identity Access Management, pas pour les utilisateurs, enfin pas pour les humains, mais pour gérer les droits des agents. Et ça, vous allez le faire parce que, globalement, face au potentiel, c'est possible qu'à un moment, vous allez donner des droits admin à ces agents. Donc des droits très très importants. Et là, on est en fait en train de créer une architecture nouvelle. Nouvelle parce que, globalement, vous le savez, ça fait des décennies, on a créé des API, donc pour des discussions machine-machine ou application-application. On a créé des interfaces homme-machine pour des discussions entre les machines, les applications et l'humain. Là, on rajoute un nouvel acteur, qui sont ces agents. Donc on a l'interface entre comment on expose nos services, nos applications à ces agents, et comment on expose ces agents aux humains. Et je pense que le message tout à l'heure, c'était l'incertitude qu'on crée avec les projets de machine learning. Je pense que vous voyez qu'on met encore beaucoup plus d'incertitude avec des agents, parce que le non-déterminisme d'un agent, alors d'un système multi-agent, il est bien équivalent à celui de l'humain, parce que quand vous posez une question à un LLM assez proche, globalement, la réponse, elle peut être un peu différente, mais comme vous l'avez vu dans un système multi-agent, il y aura peut-être 1000 appels. Quand je lui demande de créer mon application, s'il y a 1000 appels à du GPT-4, par exemple, ou à du ChatGPT, ou à un Mistral, à la fin, peut-être que la réponse, elle sera quand même assez différente. Donc on a du travail pour organiser tout ça, pour sécuriser tout ça. Et on va avoir du travail pour le faire, pour le sécuriser, parce que ce monde a déjà commencé. Je pense que vous l'avez vu, il y a 2 semaines, Devin qui est sorti, donc ce fameux développeur qui est à base de multi-agents. Vous pouvez demander des choses, il peut lancer du terminal, il peut lancer du code. Vous le voyez dans le code, il rajoute des loggers ou des prints pour voir où sont les erreurs, il lance son code, etc. Vous avez également Figure One par OpenAI, où là, c'est dans de la robotique, où on met des modèles de langage directement derrière. Donc, je capte le son. Je peux tout à fait lui demander, c'est dans cet exemple-là, je lui demande de me donner la pomme qui est devant lui. Et donc, du coup, il va me la donner, sauf que c'est des agents. L'action derrière, c'est « Ah, fais ce mouvement-là ».
Donc ce monde a déjà commencé, globalement. Maintenant, vous pouvez me dire, mais pourquoi on n'en fait pas plus? Et je finirai par ça, par cette limite. Globalement, il y a une limite. Les deux ingrédients d'un avenir prometteur sont l'abondance d'intelligence et d'énergie. Je ne sais pas si vous savez qui a dit ça, c'est Sam Altman à Davos. Parce qu'il le sait. Clairement, aujourd'hui, la seule limite de ces agents, c'est le coût financier et environnemental. Ici, ils sont assez liés. Qui, globalement, et évidemment, ça reste coûteux parce que si vous faites 1000 appels à des GPT-4, etc., c'est coûteux. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce coût, rien que GPT-4, je vous mets celui-là, hein, mais ça a été divisé par 60 en un an. Et il y a plein d'optimisations méthodologiques qu'on voit venir, bon, des trucs qui existent, mixture of experts, la quantisation. On a parlé de 4 bits, mais on est beaucoup sur la 1 bit maintenant. On a des modèles spécialisés qui promettent donc des optimisations au niveau méthodologique. Hardware, il se passe plein de choses. On a des choses qui ont été évoquées ce matin avec Eric, mais rien que si on reste sur l'environnement actuel, vous regardez rien qu'à NVIDIA, vous regardez les puces B200, ok, c'est un gain 5 à 10 fois à consommation équivalente. Donc on va garder ce même rythme de réduction de coûts. Donc dans 1, 2, 3 ans, du GPT-4 ou équivalent, ça sera divisé par 1000 le coût. Donc pour conclure, je vous ai parlé d'agents et je prendrai la citation de quelqu'un qui pense comme moi, comme vous le savez. Dans les 5 prochaines années, il sera impossible de se passer des agents et de les ignorer. Et donc, quand vous posez une question, même aussi simple que qui est Nicolas Cavallo, il faut se dire qu'il peut se passer plein de choses derrière. Pas juste un appel à un LLM, pas un LLM aligné, mais un LLM, il y en aura peut-être plein d'appels derrière. Et pour conclure, je vais quand même me permettre de laisser un humain répondre à cette question. Donc je suis Nicolas Cavallo, j'ai la chance de diriger les sujets d'IA générative à Octo. Et comme je vous l'ai dit, ce monde des agents a déjà commencé. Cette présentation a été possible grâce à l'aide d'un copilote. Et je vous remercie.